Après de longues semaines d'inactivité forcée, de malnutrition et de parties de cartes, l'existence clandestine de Ballinger et Owens connaît soudainement une accélération bienvenue. Le 21 octobre, ils rejoignent dans une gare parisienne 5 autres aviateurs américains et 6 militaires français avec lesquels ils vont voyager en train jusqu'à Toulouse, et le lendemain en train de nouveau, puis en car de Toulouse à Saint-Giron, où ils passeront la nuit suivante à l'hôtel Echen, un établissement apparemment accueillant aux proscrits. Bien qu'à la même époque, personne ne l'ait signalé à Philippe Rechlin, par exemple, dont le témoignage reflète les difficultés qu'il a rencontrées pour se loger à Saint-Giron. C'est donc le 23 octobre, autant que l'on puisse en juger d'après des récits fragmentaires et parfois contradictoires, que le groupe attaque la traversée de la montagne, sans aucune préparation, sans vêtements adéquats et presque sans vivres. Curieusement, on ne sait rien, pas même leur nom, des militaires français embarqués dans cette aventure. Quant aux 5 compatriotes d'Owens et de Ballinger, il s'agit du major William T. Boren, du premier lieutenant Keith W. Murray, de l'opérateur radio William T. Blaskett, des seconds lieutenants Charles H. Hoover et Harold B. Bailey, tous, à l'exception du premier, exerçant leur art à bord de bombardiers B-17, et le dernier de la liste présentant la particularité d'avoir sauté en parachute de l'appareil qu'il copilotait, alors que celui-ci, gravement endommagé, parvenait néanmoins à se maintenir en vol et à regagner sa base en Angleterre. Une circonstance qui aurait sans doute créé un malaise s'il avait été un jour réuni avec les autres membres de son équipage. Sachant que le groupe d'évadés atteint le village de Suc dans la soirée de leur premier jour de marche, il faut à mon avis qu'ils aient couvert autrement qu'à pied la première partie du trajet, vraisemblablement jusqu'à Massa, soit un peu plus de 25 km au départ de Saint-Giron. Quoi qu'il en soit, arrivé à Suc, où le groupe va prendre dans une grange ses derniers moments de repos avant une marche d'une trentaine d'heures jusqu'au col qui marque la frontière, Olof Ballinger constate que ses jambes, sans doute ébranlées par une mauvaise réception lorsqu'il a sauté en parachute, ne peuvent plus le porter, et décide de ne pas aller plus loin. Bien lui en prend, puisqu'après quelques jours de repos, il accomplira seul, sans le moindre équipement, sans même une boussole, se guidant sur le soleil et les étoiles, une traversée des Pyrénées couronnée de succès. Le reste du groupe est conduit désormais par un guide local, expérimenté, Émile Delpy, un instituteur qui bénéficie de la confiance des services de renseignement britanniques. Bien qu'on ne soit encore qu'en octobre, il a neigé abondamment dans les jours précédents, ce qui, pour les aviateurs mal vêtus, mal chaussés et mal nourris, fait de cette ultime étape un calvaire. À l'approche du col, l'un des 6 Américains encore présents dans le groupe perd connaissance. Ayant abusé de la dexédrine, une amphétamine que l'USAF prodigue libéralement à ses personnels afin qu'ils ne s'endorment pas, qui sur son manche et qui sur la poignée de sa mitrailleuse. À l'époque, c'est à vrai dire un peu tout le monde qui carbure aux amphétamines, y compris dans la résistance, comme en témoigne Drôle de jeu, le roman de Roger Vaillant sur cette période. Il semble que l'aviateur défoncé soit Harold Bailey, le même qui avait intempestivement sauté de son bombardier encore en état de voler. Dans un premier temps, ses camarades Blaskett et Owens, ce dernier confirmant ainsi son statut de héros, le soutiennent ou le portent. Mais juste après le passage du col de Rat, ou Port d'El Rat, alors qu'ils viennent d'atteindre le territoire andorrais et d'échapper au risque d'être rattrapés par les Allemands, Owens et Blaskett, épuisés, s'effondrent à leur tour dans la neige et ne parviennent pas à se relever, en dépit des objurations et des menaces proférées par Delpy, qui va jusqu'à tirer un coup de pistolet près de l'oreille d'Owens, dans un vain effort pour le faire réagir. Ce qui se passe ensuite est susceptible de diverses interprétations. D'après le récit publié sur le site de la World War II Escape Lines Memorial Society, en 2008, par Warren Bicara, le fils du copilote de la forteresse volante abattue le 4 juillet 1943 près de la Coulonche, lui-même évadé de France mais dans un autre convoi, les 3 hommes incapables de se mouvoir sont laissés dans la neige, tandis que le reste du groupe continue vers le bas de la pente. Après une descente de plusieurs heures depuis le port d'El Rat, poursuit Cara, ils atteignent un abri de berger dans lequel ils peuvent allumer un feu, se réchauffer et dormir quelques heures. Par la suite, les officiers français du groupe, qui sont en excellentes conditions, et le guide Émile Delpy repartent en quête de nourriture et pour tenter de retrouver les 3 Américains laissés au port d'El Rat.
Mais quelle que soit la diligence avec laquelle ces recherches ont été menées, elles n'aboutiront pas, et plusieurs mois passeront avant que des bergers ne retrouvent les corps des 3 aviateurs. Non pas au port de Ras, si l'on se fie cette fois à un autre récit, celui de Claude Bonnet dans son livre déjà cité, mais au plat de l'Estanie, soit à quelques heures de l'endroit où leurs coéquipiers les avaient laissés. Si cette localisation est exacte, elle explique sans doute pourquoi les recherches de Delpy et des militaires français n'ont pas abouti, mais elle soulève aussi la question de savoir pourquoi les 3 aviateurs ont été abandonnés au port de Ras s'ils étaient encore capables, en dépit de leur épuisement, de marcher plusieurs heures. Dans son livre, Claude Bonnet observe d'autre part que Keith Murray, l'un des 3 survivants américains de cette aventure et le seul qui ne fut pas mort à l'époque où lui-même entreprit ses recherches, a refusé de lui accorder un entretien. Toujours est-il que les restes des 3 aviateurs seront tout d'abord inhumés anonymement dans le cimetière d'Arinsal, en Andorre, d'où l'armée américaine les fera exhumer en 1950 afin de les identifier et de leur donner une sépulture militaire. En ce qui concerne Bud Owens, ses restes, à la demande de la famille, seront réinhumés dans le cimetière militaire américain des Ardennes, en Belgique. Quant à la plaque d'immatriculation que Bud Owens avait laissée aux dernières personnes à l'avoir hébergé en Normandie, ce n'est qu'au terme d'un cheminement particulièrement long et compliqué qu'en 2006, elle s'est finalement retrouvée entre les mains de sa famille, en Pennsylvanie. Cette famille se composant alors, pour l'essentiel, d'un frère, auquel son âge ne permet plus de voyager, ainsi que d'une nièce plus fringante et d'une petite nièce assez jeune, quant à elle, pour n'avoir pas encore achevé ses études. Ce sont ces 2 dernières qui ont formé le projet, après réception de la plaque, de se rendre en France et d'y marcher sur les traces de leur oncle et grand-oncle, depuis la grange originelle dans l'Orne jusqu'au port d'Arinsal, tout proche de ce port de Ras, qui fut vraisemblablement, plutôt que le précédent, le lieu de l'apothéose de Bud Owens. Lors de ce voyage, qui se déroule en 2015 et a fait l'objet d'un documentaire intitulé In the Footsteps of Bud Owens, les 2 femmes sont accompagnées de 2 pilotes de l'actuel 381e groupe de l'US Air Force, d'un autre pilote appartenant à la garde nationale, d'un arrière-petit-fils de résistants français et d'un guide spécialisé dans la visite des champs de bataille de Normandie. Inévitablement, ce voyage, un peu comme le mien au début de ce récit, donne lieu à une quantité remarquable de dépôts de gerbes et de sonneries aux morts. Célébration dérisoire, sans doute, et cependant émouvante, dans la mesure où elles honorent surtout des oubliés de l'histoire. Lorsque les marcheurs arrivent à Saint-Giron, où ils dorment à l'hôtel Échenne, comme l'oncle et grand-oncle des 2 femmes est supposé l'avoir fait en 1943, leur premier guide, celui des champs de bataille de Normandie, est remplacé par un guide de montagne, dans lequel, en visionnant le documentaire, j'ai reconnu l'Anglais Roux, habitant Carcassonne, qui en juillet 2023 traduisait les discours lors de la marche sur le chemin de la liberté. Et c'est aussi en regardant ce documentaire que l'idée m'est venue d'emprunter le même itinéraire que les Américains, depuis Suc, où Émile Delpy avait pris en charge les aviateurs, ou au moins depuis Osa, jusqu'au port d'Arinsal ou au port de Ras, malgré les souvenirs mitigés que je conservais de mon expérience du mois de juillet, et malgré l'épuisement dont se plaignait sans se gêner dans le film, avant même d'avoir atteint la frontière, les participants les plus jeunes et les moins aguerris à cette randonnée dans les pas de Bud Owens.